Vous êtes assis à la place près du hublot. La piste d'atterrissage approche rapidement. Vous voyez le tarmac se rapprocher, les lignes blanches grossir, puis un crissement. Ce bruit-là. Le caoutchouc qui frappe l'asphalte de plein fouet, un nuage de fumée blanche, et tout l'avion qui tremble en ralentissant. Votre estomac se serre un peu, même si vous avez déjà vécu ça une centaine de fois. Et quelque part au fond de vous, vous avez toujours supposé que ces pneus étaient en gros juste des pneus de voiture plus grands, remplis d'air, évidemment. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle c'est différent change tout ce que vous pensiez comprendre sur ce qui se passe réellement pendant ces 2 secondes après l'atterrissage. Alors, qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un pneu d'avion si ce n'est pas de l'air? Pourquoi le choix du gaz a-t-il autant d'importance? Que se passe-t-il avec ces pneus au moment où ils touchent la piste à 250 km à l'heure? Et de quelle pression parle-t-on réellement? Parce que le chiffre paraît inventé quand on l'entend pour la première fois. C'est ici que vous devez réinitialiser votre image mentale. Avant que les roues ne touchent la piste, elles ne tournent pas du tout. L'avion avance à pleine vitesse d'atterrissage, plus de 250 km à l'heure, mais les roues sont complètement immobiles, simplement suspendues sous le fuselage. Au moment où elles touchent l'asphalte, elles doivent passer de 0 à la pleine vitesse d'atterrissage presque instantanément. C'est cela qui provoque la fumée. Ce ne sont pas les freins. Ce n'est pas une défaillance. C'est le caoutchouc qui est littéralement traîné sur la surface à une vitesse extrême pendant que la roue rattrape l'avion. Vous avez vu ce nuage de fumée à chaque atterrissage que vous avez vécu. Et maintenant, vous savez ce que c'est réellement. Mais voici ce qui empêche ces pneus d'exploser sous une telle contrainte, et c'est là que la plupart des suppositions des gens s'effondrent complètement. L'hypothèse évidente, c'est que les pneus d'avion sont simplement des versions plus grandes des pneus de voiture, remplis de plus d'air et un peu plus robustes. En surface, cela paraît logique. Un pneu ressemble à un pneu. De l'air, c'est de l'air. Un avion plus gros signifie simplement un pneu plus gros. Personne ne vous apprend vraiment le contraire, et les roues sont honnêtement la partie la moins glamour de n'importe quel avion. Vous n'y pensez absolument jamais en montant à bord. Mais tout ce qui concerne un pneu d'avion, le matériau, la structure et surtout le gaz à l'intérieur, est fondamentalement différent de tout ce qui roule sur une route. Les pneus d'avion ne sont pas remplis d'air. Ils sont remplis d'azote sec. Pas de l'air provenant d'un compresseur, pas la même chose que ce que vous respirez, mais du gaz d'azote pur et sec. Et la raison n'est pas un luxe technique ou une complication excessive de l'aéronautique. Il s'agit de ce que l'air ordinaire ferait réellement à l'intérieur d'un système qui chauffe aussi vite, aussi fort. L'air que nous respirons est déjà composé d'environ 78% d'azote, ce qui semble correct, mais les 21% restants sont de l'oxygène, et l'oxygène réagit avec les choses. Il favorise la corrosion à l'intérieur de l'assemblage métallique de la roue. Il interagit avec la chaleur d'une manière qui rend les variations de pression plus difficiles à prévoir. Et puis, il y a l'humidité. L'air comprimé ordinaire contient de la vapeur d'eau qui se dilate et se contracte de façon agressive avec les variations de température. Mettez cela dans un pneu qui passe d'une altitude glaciale à un bitume brûlant en quelques minutes, et vous obtenez un système de pression qui se comporte de façon imprévisible précisément au moment où vous avez besoin qu'il fonctionne parfaitement. L'azote est inerte et sec. Il ne réagit pas. Il ne provoque pas de corrosion. Et lorsqu'il chauffe, il se dilate d'une manière que les ingénieurs peuvent réellement calculer et anticiper. Cette prévisibilité n'est pas un simple avantage. C'est tout l'intérêt. Voici maintenant le chiffre qui semble impossible. Un pneu de voiture standard fonctionne à environ 30 à 35 psi. C'est à peu près la pression qu'il y a actuellement dans vos pneus. Un pneu d'avion fonctionne à environ 200 psi. Ce n'est pas juste un peu plus élevé. C'est 6 fois plus élevé, comparable à la pression à l'intérieur de machines industrielles lourdes. Cette pression est ce qui permet au pneu de garder sa forme verrouillée et rigide sous une charge d'impact qui détruirait un pneu de route en une fraction de seconde. Et voici un détail que les équipes au sol connaissent très bien. Un pneu d'avion gonflé à 200 psi qui cède pendant l'entretien ne se contente pas de se dégonfler. Il libère une énergie comparable à une petite explosion. Nos techniciens au sol sont formés à s'approcher de ces pneus sous des angles précis, justement à cause de ce qui peut arriver si quelque chose tourne mal lors du gonflage. Mais la pression n'est qu'une partie de l'histoire. Le pneu lui-même est construit comme une armure, pas seulement en caoutchouc épais. Plusieurs couches internes de matériaux synthétiques à haute résistance, dont du nylon industriel et des fibres d'aramide, qui appartiennent à la même famille de matériaux que le Kevlar utilisé dans les gilets pare-balles. Ces couches forment un squelette interne rigide. La bande de roulement au-dessus n'est pas conçue pour l'adhérence sur route comme celle d'un pneu de voiture. Elle est conçue pour une chose bien précise,
Survivre à l'abrasion à grande vitesse lors de l'accélération de 0 à pleine rotation en 2 secondes. Un pneu d'avion ressemble en réalité davantage à un conteneur structurel pressurisé avec une enveloppe en caoutchouc qu'à quoi que ce soit que vous mettriez sur un véhicule routier. Mais les pneus de voitures de course sont eux aussi très performants. Les pneus de Formule 1 supportent des vitesses extrêmes. Pourquoi ne pas simplement utiliser quelque chose comme ça? Voici la surprise. Un pneu de Formule 1 échouerait immédiatement lors d'un atterrissage commercial, non pas parce qu'il est fragile, il est extraordinairement bien conçu, mais parce qu'il répond à un problème totalement différent. Un pneu de Formule 1 fonctionne à environ 20 à 30 psi, rempli d'air ordinaire, conçu pour offrir une adhérence constante sur une surface de circuit lisse pendant de nombreux tours. Il est optimisé pour des performances constantes dans le temps. Un pneu d'avion doit survivre au passage de l'arrêt complet à 250 km/h en moins de 2 secondes, sous 300 ou 400 tonnes de poids d'avion, puis être réutilisé des dizaines de fois avant inspection. Problème différent. Solution totalement différente. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'être ronds. Maintenant, c'est là que ça devient fou. Parce que la raison pour laquelle on utilise de l'azote remonte à un moment de l'histoire de l'aviation qui paraît presque incroyable. Les premiers avions utilisaient de simples pneus en caoutchouc, sans presque aucune ingénierie derrière. Les avions étaient assez légers pour que cela n'ait pas d'importance. Mais à mesure que les avions sont devenus plus lourds dans les années 40 et avec l'arrivée de l'ère du jet, les pneus gonflés à l'air classique ont commencé à échouer régulièrement lors des atterrissages. Les éclatements étaient fréquents. Les ingénieurs essayaient différents mélanges de caoutchouc, différentes plages de pression, différentes méthodes de fabrication. Mais la véritable crise est survenue pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les porte-avions. Les conditions d'atterrissage sur un porte-avions sont extrêmes. L'avion arrive à grande vitesse, touche un pont court, est arrêté par un câble d'arrêt et le train d'atterrissage absorbe un impact violent et comprimé. Les pneus de certains avions militaires de cette époque devaient être remplacés après chaque atterrissage. Pas usés progressivement, détruits. Un atterrissage, un pneu. La chaleur et le stress des opérations sur porte-avions les anéantissaient complètement, et le comportement imprévisible de l'air sous cette chaleur était au cœur du problème. Cet échec, des pneus détruits à chaque vol, a poussé les ingénieurs à adopter l'azote comme gaz stabilisateur et la construction multicouche comme solution structurelle. Les normes de certification qui régissent aujourd'hui les pneus d'avion, les indices PSI, l'exigence d'azote, les spécifications des couches, ont été en grande partie établies dans les années 50 et 60. Elles n'ont pas beaucoup changé depuis, car la solution s'est révélée aussi efficace. Voici ce que vous traversez dans les aéroports sans même vous en rendre compte. Chaque nuage de fumée que vous avez vu lors d'un atterrissage, c'est un pneu immobile qui passe de 0 à la vitesse d'atterrissage en moins de 2 secondes, pas les freins. Ce choc que vous ressentez juste avant l'atterrissage n'est pas dû à la turbulence. C'est le train d'atterrissage qui se déploie et se verrouille en place. Un Boeing 747 n'atterrit pas sur 4 pneus, ni même sur 8. Il atterrit sur 18. Ce n'est pas pour la redondance, mais parce que répartir 400 tonnes sur moins de points de contact fissurerait littéralement la surface de la piste. L'Antonov An-225, le plus grand avion cargo jamais construit, utilisait 32 pneus, et les pistes devaient être spécialement certifiées pour supporter son empreinte avant qu'il ne puisse atterrir. Les pneus empilés dans un hangar d'avion qui semblent usés, la plupart ne sont pas jetés. Ce sont des carcasses certifiées en attente d'être rechappées, car la structure interne est la partie précieuse, et elle est réutilisée plusieurs fois, équipée à chaque fois d'une bande de roulement neuve, comme on ressemelle une bonne paire de bottes. Chaque pneu n'est pas retiré en fonction de son apparence ou du nombre de kilomètres parcourus. Il est retiré après un nombre défini de cycles d'atterrissage, quel que soit son état visible. Les freins en carbone d'un avion de ligne atteignent régulièrement des températures supérieures à 1000 degrés Celsius après un atterrissage brutal, soit plus chaud que l'aluminium en fusion, et l'azote sec contenu dans les pneus fait partie de ce qui empêche cette chaleur de provoquer des pics de pression incontrôlés. L'éclatement d'un pneu à l'atterrissage est en réalité prévu dans la certification des avions. L'avion doit pouvoir être manifestement contrôlable avec un pneu défaillant, car la charge est répartie sur suffisamment de roues pour qu'aucune défaillance unique ne compromette le système. Et maintenant, la partie honnête. Le gonflage à l'azote nécessite un équipement spécialisé, et tous les petits aéroports régionaux n'en disposent pas. En pratique, certains petits avions utilisent de l'air comprimé filtré comme alternative. La norme varie selon la catégorie d'avion et l'exploitant, et le système de gestion des pneus lui-même est coûteux. Il ne s'agit pas seulement du prix de chaque pneu, qui peut atteindre plusieurs milliers de dollars, mais aussi du suivi des cycles, du régime d'inspection et du processus de rechappage certifié, qui ajoutent tous un coût opérationnel significatif par avion.
Mais c'est là que les choses évoluent. Les avions électriques arrivent, et le freinage régénératif impose des charges thermiques complètement différentes à l'ensemble de la roue, ce qui pousse les ingénieurs à repenser entièrement les mélanges de pneus et les systèmes de pression. Certains fabricants testent déjà des capteurs intelligents pour pneus qui envoient en temps réel les données de pression, de température élevée et de contraintes directement au système du cockpit, passant ainsi d'inspection programmée à une surveillance continue en direct. La norme de l'azote elle-même n'est pas près de disparaître, mais le pneu qui l'entoure devient un dispositif de collecte de données instrumenté. Le gaz à l'intérieur n'a pas changé depuis 70 ans. Le pneu qui le contient est en train de devenir un ordinateur. Et si vous pensez que les roues sont l'élément d'ingénierie le plus négligé d'un avion, attendez de voir ce qui se passe dans la soute, où la température, la pression et le flux d'air sont actuellement gérés activement pour maintenir en vie quelque chose dont la plupart des passagers ignorent totalement la présence sous leurs pieds.